Choisir un camp. Chapitre 7. Arrestation. Suite. Louise, 5 juillet 1944. Depuis plusieurs jours, nous n'avons pas parlé des recherches concernant Bizet et son kidnappeur. En revanche, nous avons eu la visite du major Burns, qui est d'accord pour que nous apportions notre aide. Il nous le fera savoir en fonction des événements en nous envoyant un soldat pour nous prévenir. Mon père doit passer au café et j'espère qu'il aura du nouveau. Je me sens prête à entendre parler de sujets douloureux. Je me suis beaucoup livrée à Walter ainsi qu'à Bernard, non sans verser quelques larmes à certains moments. Mais j'avoue qu'avoir vidé mon sac m'a fait du bien. De ce fait, je n'ai pas fait de crise d'angoisse depuis 2 jours. Papa arrive en début d'après-midi. Il me prend d'abord dans ses bras et s'assure que tout va bien. Rassuré sur mon sort, il s'installe pour nous donner quelques informations. La Gestapo, intégrée à la CIPO SD, d'après ce que j'ai compris, toujours flanquée de la section SD qui s'occupe des basses besognes, est toujours présente, mais à Saint-Jean-du-Corail, comme tous les services de sécurité de la SS, la Feldgendarmerie et le tribunal militaire allemand. La cave, le grenier et les mansardes du garage y ont été transformés en prison. Madame de la Boissière, la propriétaire des lieux, remédie aux manquements allemands en organisant le ravitaillement des prisonniers, aidée par ses employés et les fermiers du voisinage. Selon mon père, il est fort possible que Bizet soit là-bas. Une chose est certaine, Dufour y vient souvent entre 2 traques de résistants. Donc, Émile ne doit pas être très loin de celui dont il est l'informateur. J'essaie de rester concentrée sur ce que dit mon père. La vicomtesse de Plainval a retourné sa veste et fait désormais ami-ami avec les Américains. Donc il est impossible que les miliciens ou les gestapistes le détiennent à Brickbeck, annonce-t-il. Voilà au moins une chose positive. J'espère que sa copine Marie-Lou a lâché prise aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que la suite va être beaucoup moins agréable à entendre. Je ne sais pas si vous avez lu le journal Libération, mais les SS sont sur les dents, poursuit-il. En remontant vers la Normandie, le régiment der Führer de la division d'Asreich a massacré toute la population d'un bourg à côté de Limoges, après avoir pendu une centaine d'hommes à Tulle la veille. Ils ont traqué tous les habitants, dans chaque maison, dans chaque recoin du village. Puis ils ont tué tous les hommes dans une grange à la mitraillette. Les femmes, les enfants ont été enfermés dans l'église, dans laquelle ils ont mis le feu, comme à tout le village. Cette division remonte vers chez nous, et on ne compte plus les massacres sur son passage. D'après ce que nous savons, les premières unités sont arrivées mi-juin dans le secteur de Béni-Bocage, Campeaux et Jurques, et celui de Villebaudon, Tessy-sur-Vire et Torigny-sur-Vire. Les unités sont regroupées dans la région de Mortain, mais depuis, le gros de la division d'Asreich s'est dirigé vers Saint-Lô. Et depuis hier, ça bouge du côté de la haie du Puy. Les Ricains font face à 2 divisions d'infanterie allemandes et au régiment SS responsable du massacre d'Oradour. Ce que je retiens, c'est que ce n'est pas vraiment le moment de se rendre dans ce fameux château de Saint-Jean sur lequel mon père a reçu quelques informations. Les résistants qui sont arrêtés sont d'abord emmenés dans le grenier du garage en attendant leur interrogatoire. La prison commune se trouve dans la cave. Un autre château, à une dizaine de kilomètres, est toujours sur la commune de Saint-Jean-du-Corail, le château de Bourbe-Rouge et le QG de la division d'Asreich. C'est là aussi qu'officie le commandant Ockrent, dont la pseudo-juridiction s'étend sur 3 départements et qui ordonne les jugements. Ce type a la réputation d'être particulièrement cruel. Les détenus ne font que transiter dans le château. Généralement, ils sont ensuite transférés vers la prison d'Alençon. Dans le château, il y a une dizaine de personnes, ajoute-t-il, dont le Feldwebel-Junger, alias Dufour, qui parle si parfaitement français qu'il peut facilement passer pour quelqu'un du coin, et un certain Fernandez qui travaille habituellement avec lui, le chef de groupe et son adjoint, 3 hommes de main et autant de chauffeurs plus une secrétaire. À cela, il faut ajouter les renforts de la milice. Il y a aussi sur place Madame de la Boissière et ses 2 employés, le couple capitaine. C'est par eux que nous avons eu ces renseignements. Il faudra vraiment beaucoup de chance pour sortir Bizet de ce guêpier, pensais-je. Et ses employés ont-ils vu Émile demande Bernard. Ils ne l'ont vu qu'une fois. Combien devrons-nous être pour sauver notre ami insiste mon grand frère d'adoption.
Nous avons déjà 10 hommes prêts à nous aider. Désiré a aussi 2 contacts. Pas mal, réagit Bernard. Mais insuffisant, car ils sont soutenus par les policiers français. Nous devons réfléchir à la meilleure option possible. Walter est resté silencieux jusque-là, ses doigts entrelacés avec les miens. Son front plissé indique qu'il est inquiet. « Vous avez un plan » demande-t-il à mon père. Le moins dangereux serait de tenter une action pendant le transfert à la prison d'Alençon. Les prisonniers ne restent pas longtemps au château de Saint-Jean. Les interrogatoires ne durent pas plus de 8 jours en général. Il ne nous reste que 2 jours pour agir, en espérant que Bizet soit toujours en vie. Je frissonne en entendant ce projet. Ma main serre celle de Walter avec force. Quoi qu'il arrive, je veux être avec lui. S'il doit faire partie des hommes qui vont tenter de libérer Bizet, je les suivrai. Mon père, Bernard et Walter consentent à ce que je les accompagne, à condition que je reste en retrait. En fin d'après-midi, après avoir mis dans mon sac à dos ma trousse de secours et quelques affaires, je dis au revoir à Désiré et Virginie. Grâce à nos connaissances chez les Américains, nous avançons sans problème jusqu'au niveau de la ligne de front vers Saint-Fromont. Ensuite, nous devons nous débrouiller, c'est-à-dire sur les 2 tiers du trajet. J'ai le ventre noué, et la nausée ne me quitte pas tout au long de notre itinéraire. Louise, 6 et 7 juillet 1944. Nous rejoignons notre point de chute à la sortie de Saint-Jean-du-Corail, en direction de Barenton, chez les infirmiers en lien avec le couple capitaine, et qui nous héberge jusqu'au lendemain. Cet homme, qui se prénomme Maurice, nous apprend que Bizet est toujours en vie, et bien qu'affaibli, il tient encore sur ses jambes. Il n'est pas au château comme nous le pensions, ou du moins il n'y est plus. Il se trouve dans une petite maison du bourg abandonnée par ses habitants et occupée par des miliciens qui y détiennent d'autres prisonniers. Il nous confirme aussi que les troupes de la division Das Reich, dont le régiment der Führer, ont été envoyées vers la haie du Puy, ainsi que des unités appartenant aux 243e et 353e divisions d'infanterie. Mon père, Bernard et 2 autres hommes se relaient pour surveiller les alentours. Walter est dispensé car il est chargé de veiller sur moi. C'est un peu agaçant d'être sous tutelle, même si je comprends mon père qui a donné cet ordre, vu les crises d'angoisse que j'ai eues récemment. Mais je vais mieux maintenant. Je ne passe plus du rire aux larmes pour un oui ou pour un non. J'aimerais bien qu'il m'accorde un peu plus de crédit. Cela m'ennuie que Walter soit obligé de jouer à la nounou au lieu de participer aux discussions, même s'il n'est pas un guerrier dans l'âme, et je le lui fais savoir. « Tu peux me laisser seule et aller discuter avec les autres, tu sais, » lui lançai-je. « Ça ne me dérange pas d'être près de toi, bien au contraire. »« Tu es sûre ? J'ai plutôt l'impression d'être un poids pour vous, dis-je, peut-être un peu trop vivement. Je regrette aussitôt mes paroles, injustes à son égard. Il ne veut que m'aider, me protéger. Je me blottis contre lui, la tête nichée dans son cou pour cacher les larmes que je sens venir. « Pardon, Walter, je suis désolée. Tôt nous rentrerons chez toi, mieux ce sera. Ça ne devrait plus tarder maintenant. Viens te reposer un peu, je reste auprès de toi. Et tu sais, je n'ai pas oublié. » « Oublié quoi ? » ?»« Eh bien, ton anniversaire, chérie. Je n'ai malheureusement rien à t'offrir à part moi, » déclare-t-il en m'enlaçant pour un long baiser qui me laisse pantelante. Il m'entraîne dans la chambre et m'oblige à m'allonger. J'obtempère sans lâcher sa main. Ce n'est que 2 heures plus tard que nous rejoignons les autres. Bernard informe Walter que lui et 8 autres hommes agiront ce soir même, car il est impossible de savoir si Bizet va être transféré et quand. Ils vont donc assiéger la maison des miliciens. Mais ceux de la Gestapo n'habitent pas si loin. Ils doivent surveiller le coin, arguai-je. T'inquiète, Sœurette. Si nous avons choisi d'intervenir ce soir, c'est parce que les gestapistes et les miliciens ont prévu une petite soirée. Lorsque les hommes sont armés et prêts à partir, je prends Bernard dans mes bras. Tu as intérêt à revenir entier, l'avertis-je. Promis, juré, craché, petite sœur. Il faut vraiment que tu tiennes cette promesse, déclare Walter en l'étreignant à son tour. Sinon, elle va devenir infernale. La voix de Walter me réveille doucement. Louise, Louise, mon amour, réveille-toi. Je peine à ouvrir les yeux et à émerger du rêve agréable que j'étais en train de faire. Ils l'ont fait, Louise. Ils ont ramené Bizet, me murmure-t-il. Cette fois, je suis bien éveillée et je regarde Walter droit dans les yeux.
Je jette un œil au réveil posé sur le chevet. Il est près de 8 heures du matin. Je m'habille rapidement et fonce vers l'arrière-cuisine où se trouvent mon père et Bernard, qui m'apostrophent dès mon entrée. « Tu vois, je suis revenue. Parce qu'hier, tu n'avais pas l'air confiante. Et puis, joyeux anniversaire avec un jour de retard, ajoute-t-il plus bas. Je préfère ne pas répondre à son allusion. Et surtout, je suis soulagée, car ils sont tous revenus. Seul un des gars a été légèrement blessé au visage, et Walter s'en est déjà occupé. « Et Émile ?» demandai-je en me tournant vers mon père. « C'est la Kélos. Il semble avoir complètement disparu. Mais nous allons transmettre l'information pour que les autres continuent à le rechercher. Nous allons rentrer sur 40 ans. Le temps de vérifier que notre maison est toujours là, et d'ici quelques jours, si tout va bien, retour à Sainte-Mère-Église. » Décidément, ce type est une véritable anguille. Tant qu'il sera en liberté, je n'aurai pas vraiment l'esprit tranquille. Et je vois que Walter non plus. Louise, juillet 1944. Nous sommes revenus depuis hier chez Désiré et Virginie, le temps que mes parents aillent vérifier si notre demeure familiale est toujours debout. Cependant, nous ne restons pas inactifs. À peine sommes-nous arrivés que le major Burns nous envoie le soldat Michael Smeraglia pour nous demander notre aide. La bataille fait rage à la haie du puits et ses environs, et l'infirmerie croule sous les blessés. Depuis le 5 juillet, les unités de la 79e division d'infanterie américaine a lancé l'assaut, mais le terrain et les contre-attaques allemandes ont mis un terme à leur progression. Aussi, le lendemain, d'autres régiments de la division ont reçu l'ordre d'encercler la ville pour pousser l'ennemi à se replier. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Renforcés par des éléments de la 2e SS Panzer Division, la fameuse division d'Astreich, encore elle, les Allemands n'ont pas reculé d'un pouce et ont même contre-attaqué si violemment que ce sont les Ricains qui ont dû se replier avant de reprendre progressivement l'ascendant à la tombée du jour. Mais tout cela a eu un prix. Les pertes américaines ont été terriblement élevées. Hier, durant l'après-midi, les Américains ont renouvelé l'attaque sur un terrain recouvert de très nombreuses mines allemandes et sous le feu de l'artillerie adverse. Malgré une progression lente et difficile, la 79e division d'infanterie US a atteint en début de soirée les premières habitations au nord-ouest de la haie du puits. Et aujourd'hui, les Boys doivent continuer leurs efforts pour s'emparer de la totalité de la ville, en grande partie détruite par les bombardements des semaines passées. Lorsque nous arrivons, Walter et moi, avec chacun notre trousse de secours, nous retrouvons le soldat Smeraglia, qui, selon les ordres du major Burns, nous emmène dans le service où il va travailler avec nous. Michael, qui a servi à l'hôpital de Fort Knox Station, se montre très efficace et dévoué auprès de ses camarades. Quant à nous, nous ne manquons pas de travail non plus. Rapidement, devant notre efficacité à travailler ensemble, on nous confie les blessés les plus graves au niveau traumatologique, eu égard à la spécialité de Walter. Nos patients sont ensuite transférés vers l'hôpital de campagne de Yéville. La situation s'est un peu améliorée le surlendemain, lorsque mes parents reviennent nous chercher. Le major Burns a semble-t-il déjà prévenu le capitaine McKee, qui serait ravi d'accueillir un chirurgien supplémentaire et une infirmière de bloc opératoire expérimentée. Mais l'unité a déménagé au sud de Cherbourg, dans un poste d'évacuation, et doit repartir en Angleterre sous peu. Nous disions au revoir au major en lui promettant de revenir si nous ne trouvons pas une affectation plus près de Sainte-Mère. Je suis ravie de retrouver mon village qui a souffert, mais pas autant que certains autres à proximité. Walter découvre la maison de mon enfance, en retrait derrière ses murs rehaussés de grilles à la sortie du bourg. Une maison typique du Cotentin, avec ses murs épais en pierre de schiste jointoyés à la chaux blanche, avec des pierres de taille aux angles et en linteau, sa toiture à 2 pans en ardoise avec un faîtage à crête ouvragée en céramique, ses cheminées massives en pignon et ses ouvertures plus hautes que larges. Entièrement close de murs, la propriété de mes parents est partagée entre un côté jardin sur rue et un côté parc à l'arrière. Soulignée par une esplanade et un chemin en gravillon blanc qui contourne des massifs de verdure, la maison a 2 niveaux et un bâtiment en rez-de-chaussée y est juxtaposé, la prolongeant en retour d'angle vers le parc. Ses hautes fenêtres sont équipées de persiennes blanches et son entrée est marquée par une porte à double battant surmontée d'une imposte vitrée.
Il y a aussi une dépendance séparée de la maison principale par une cour ouverte, dont un côté est formé d'un haut mur percé d'une ouverture à 2 piliers, surmontés de boulets de pierre. 2 logements y ont été aménagés. Lorsque Walter a pénétré la première fois dans notre demeure, il a été impressionné par le vestibule qui fait le trait d'union entre les 2 bâtiments, avec son escalier de pierre, avec d'un côté une enfilade de pièces et de l'autre la salle à manger avec sa cheminée à trumeau de bois sculpté, ses murs peints sur un soubassement en bois et son sol couvert d'un carrelage clair à cabochon noir. Nous avons retrouvé maman dans la cuisine, située juste à l'arrière de la salle à manger, et ouverte sur la cour et sur une terrasse où j'avais l'habitude de prendre mon petit déjeuner, dès que le temps le permettait, à l'abri des regards et du vent. Maman nous a installés dans le salon attenant, avec sa cheminée de style directoire, pour boire un thé accompagné des traditionnels scones avec clotted cream et confiture de framboise. Je crois que Walter avait oublié les origines écossaises de ma mère compte tenu de son air interloqué. Nous avons pu ensuite rejoindre ma chambre, devenue la nôtre, tout au bout du long couloir qui longe la façade et dessert les 3 chambres du premier étage, ayant toutes vue sur le parc et profitant de l'ensoleillement tout au long de la journée. La disposition est la même au second étage, avec 3 autres chambres sous les toits, disposant chacune d'un cabinet de toilette, comme celle du premier, à part la mienne, qui dispose de sa salle de bain. Je crois que Walter est soulagé de savoir que la chambre de mes parents se trouve au rez-de-chaussée, et ravi que la mienne ait sa propre salle d'eau. Je retrouve avec plaisir cette chambre que je partage désormais avec mon amoureux. Par chance, cette pièce n'est pas trop féminine. J'ai beaucoup fait rire mon Walter lorsque je lui ai dit qu'il aurait pu se retrouver dans une chambre avec du rose partout. Mais ma chambre ressemble plus à une bibliothèque qu'à une bonbonnière, ce qui semble mieux correspondre à mon homme. Quand je lui raconte que je l'ai repeinte et décorée moi-même, il m'a tout de suite imaginé en bleu de travail, et nous sommes repartis dans une crise de fou rire commun. Mais il aime cette chambre lumineuse, avec son grand lit en laiton, aux murs blancs cassés, dont un est couvert d'étagères pleines de livres. Nous profitons largement de cet espace intime quand nous ne nous promenons pas dans le parc, caché par la longue façade sur rue de la maison et entouré de murs en pierre. Cet espace de verdure s'étend profondément vers l'arrière de la propriété, et la pelouse nous mène jusqu'à un bosquet d'arbres, derrière lequel se cache un étang bordé de joncs. Enfin, un sentier passant en sous-bois aboutit à un portillon qui ouvre sur un chemin pédestre menant au centre du bourg. J'apprécie ces moments où nous sommes seuls, tous les deux. Et là, au moins, nous sommes sûrs de ne pas être dérangés à tout bout de champ par Bernard, qui est retourné chez sa mère. Mais il vient nous voir chaque fin d'après-midi. Le surlendemain de notre retour, nous sommes allés voir Willis McKee, heureux de nous revoir. Nous faisons connaissance du major Barfield, qui dirige la 326e compagnie médicale, du major Crandall, officier supérieur de l'équipe chirurgicale attaché à la compagnie, des capitaines Urey et Meyers, ainsi que du premier sergent Banker. Les retrouvailles ont été brèves, car le 11 au soir, l'unité a embarqué pour rentrer en Angleterre à ses cantonnements de Templeton House et Standen Manor. Néanmoins, le 5e hôpital général est en train de s'installer à Saint-Hilaire-Petiteville, à 15 kilomètres de Sainte-Mère. Nous sommes partants tous les deux pour apporter notre aide. Le major Barfield rédige une lettre de recommandation pour chacun d'entre nous. Lorsque nous nous y présentons, l'unité qui devait ouvrir le 14 juillet n'a toujours pas reçu son équipement. Une grande partie des effectifs a été envoyée à Cherbourg en attendant. Aussi, nous retournons à 40 ans aider les équipes du major Allen Burns, à peine surpris de nous revoir. Ça nous fait 15 kilomètres à faire à vélo, mais au moins nous nous rendons utiles. Enfin, nous retrouvons un semblant de vie normale. Mais la guerre se rappelle à nous sans cesse. Sainte-Mère est devenue un centre névralgique pour l'armée américaine. Tous les soldats qui débarquent, pour remplacer ceux qui ont été blessés ou ont perdu la vie, passent par notre village, qui sert de zone relais et où se trouve un carrefour routier important avec l'axe principal qui relie Cherbourg à Caen. Des liens se sont tissés entre les soldats américains et les commerçants du village. Certains vont même dormir ou manger chez les habitants, partageant des festins de jambon grillé, de saucissons,
le tout arrosé de calvados, mais aussi de cognac. Des moments de bonheur avant de replonger dans l'horreur de la guerre. Nous avons appris que le général Theodore Roosevelt est mort le 12 juillet, terrassé par une crise cardiaque, au terme d'une très éprouvante journée de contre-attaques allemandes, à Méotis. Il est enterré le 14 juillet à Sainte-Mère-Église, dans l'un des 3 cimetières provisoires mis en place par les Américains. Teddy, comme l'avait appelé John lorsque nous avions fait sa connaissance le 6 juin, est inhumé dans le cimetière numéro 2, à proximité de la route de chef de pont. Le premier était situé à côté du cimetière du village. Les 190 morts de la 4e division d'infanterie, enterrés initialement dans le cimetière constitué le 8 juin 1944 sur la plage d'Utah Beach, à proximité de l'hôpital de campagne de la Madeleine, y avaient été transférés. Mais il comptait déjà près de 3000 tombes et était déjà saturé depuis le 25 juin. Aussi, peu de monde a le cœur de célébrer la fête nationale, bien que Sainte-Mère soit libérée depuis plus d'1 mois. Dans mon cocon familial, avec l'homme que j'aime à mes côtés, je me sens beaucoup mieux, libérée des angoisses, tout en sachant qu'à quelques kilomètres, les combats ont toujours lieu. Walter et moi en voyons les conséquences chaque jour. Voudrions-nous l'oublier que les blessés que nous soignons et les milliers de croix blanches des cimetières provisoires américains nous le rappellent. Ensemble, nous nous réfugions chaque soir dans ma chambre, dans notre bulle de bonheur rien qu'à nous. Nous nous découvrons chaque jour et chaque nuit un peu plus. Je suis sur un petit nuage lorsque je suis dans les bras de Walter, et je lis dans ses yeux qu'il ressent les mêmes sensations. Enfin, je le crois. Non, j'en suis certaine. Ces baisers brûlants, ces caresses voluptueuses qui me font tant vibrer, me le prouvent chaque jour. Cet homme est devenu le centre de mon monde, et avec lui, je n'ai plus aucune retenue, aucune peur de révéler mon corps. Je m'abandonne, livrée au plaisir qu'il me donne, tous mes sens en alerte. J'aime quand nos souffles se synchronisent, voir son visage béat et la lumière flamboyante dans ses yeux au moment de l'orgasme. La fusion de nos 2 corps s'accompagne d'une complicité, d'un lien émotionnel intense. Il est devenu mon confident, comme j'ai été la sienne à Valognes et encore aujourd'hui. Nous n'avons pas toujours besoin de parler pour nous comprendre dans la vie quotidienne, comme lorsque nous travaillons ensemble. Nous savons l'un et l'autre que le chemin ne sera pas facile pour notre couple, moi française et lui allemand, même s'il a choisi de s'opposer à son ancien camp. J'ai peur qu'il en souffre plus tard, qu'il ne soit jamais accepté du côté français parce qu'il est né Boche, et qu'il soit rejeté du côté allemand parce qu'il est devenu un renégat. Nous évoquons peu cet avenir que nous envisageons cependant ensemble. Mais pour l'instant, nous vivons au jour le jour. Que pouvons-nous faire d'autre quand la guerre est encore à nos portes? Mon Walter ne peut même pas écrire à sa mère, dont il n'a aucune nouvelle depuis que nous avons quitté Valognes. Échanger du courrier avec l'Allemagne leur ferait courir un grand danger à l'un comme à l'autre. Je sais qu'il est inquiet, puisqu'il m'en parle de temps en temps. Pour l'instant, nous n'avons trouvé aucune solution pour entrer en contact sans risque. Louise, 27 juillet 1944. Les membres de notre groupe de résistants ont continué à observer les allées et venues des miliciens dans le sud du département, où Émile a été vu pour la dernière fois. Le souci est que les services avec lesquels ils travaillent sont répartis sur toute la Normandie. Mais mon père doute qu'il soit allé jusqu'à Rouen. S'il ne se montre plus du côté du château de Saint-Jean, il peut être dans le secteur de Caen. Ce matin du 27 juillet, je suis de repos. Walter est à l'hôpital et ne doit rentrer qu'en début d'après-midi. La tête sur une main, je remue mon café de l'autre. Mon père, plongé dans le journal, semble soucieux. « Quelque chose ne va pas, papa ?» J'ai un message à transmettre à un de nos gars à chef de pont, mais Fernande a envoyé Bernard à 40 ans pour une course urgente, et moi je dois aller m'occuper d'une vache malade au Brau. Je peux y aller, moi. Ce ne serait pas la première fois. À vélo, je n'en ai pas pour longtemps. Mon père semble réticent, mais finit par céder en me recommandant d'être prudente, même si la zone est complètement sécurisée. Le message est à remettre au curé de l'église Sainte-Colombe. Je revêts rapidement une légère robe d'été fleurie vert pâle, chausse des sandales et j'enfourche mon vélo pour faire les 4 kilomètres qui séparent Sainte-Mère de ma destination.
Si les premières maisons du bourg sur ma droite ont été relativement épargnées, je ne peux en dire autant de celles de gauche et de celles qui suivent des deux côtés de la rue. Celles proches de l'église sont en revanche entières. Je dépose mon vélo sur le muret qui entoure l'édifice religieux. J'attrape dans une des sacoches un fin gilet pour couvrir mes épaules et mes bras. Quant à mes cheveux roux, un foulard les retient et les dissimule en partie. Je franchis en quelques enjambées les 3 marches qui mènent à l'esplanade de Sainte-Colombe. Je pénètre dans l'église et après une brève génuflexion, je m'avance entre les 2 travées jusqu'au 3e rang. Je m'agenouille sur le premier prie-dieu à ma gauche et je me mets à faire semblant de prier. Finalement, je le fais réellement. Je prie pour ma vie future avec Walter, qu'il m'épouse est mon vœu le plus cher. Je ne veux pas prendre la place d'Elke, mais je veux avoir des enfants avec lui. Je suis interrompu dans ma prière par l'arrivée du curé, qui se dirige vers le confessionnal, où je le rejoins et où je lui remets mon message. Je ressors récupérer mon vélo. Il fait déjà très chaud, et pédaler me donne un peu d'air. Je suis sorti du bourg et rouler dans la campagne est bien agréable. Les haies qui bordent la route m'offrent de l'ombre par intermittence. Une voiture arrive derrière moi et je roule le plus à droite possible pour la laisser passer. Le véhicule me double, mais s'arrête en travers juste devant moi. Je pile net et tombe dans l'herbe sur le bas-côté. Je me relève en pestant. « Non mais ça ne va pas, vous êtes malade ?» exclamai-je furieuse avant de relever la tête et de croiser le regard de l'homme qui est descendu de voiture. J'ai un mouvement de recul en reconnaissant Émile. Mais un autre homme a surgi derrière moi et me saisit les 2 bras pour m'immobiliser. Je me débats en vain, alors que mon ancien camarade de jeu s'avance, me fixant de son regard de prédateur. « Louise Drouin, quelle heureuse surprise de te croiser ici, ma jolie. » Pour moi, la surprise est très désagréable. Dommage qu'à chaque fois, tu t'en sortes en vie. Je n'ai pas le temps de voir le geste de celui qui me fait face. La gifle m'assomme, et d'un coup, c'est le noir total. J'ouvre les yeux péniblement. Il fait épouvantablement chaud, et mes poignets, comme mes chevilles, sont entravés, et lorsqu'il y a un virage, je suis ballottée d'un côté et de l'autre, sans pouvoir me rattraper. Je me rends compte que je suis à l'arrière d'une voiture. Qu'est-ce que je fais là? Qui sont ces hommes qui occupent les places avant? Soudain, tout me revient. Émile. Je suis tombée entre les mains de ce malade mental. Alors, la belle au bois dormant, tu daignes te réveiller? Je le toise avec mépris, la bouche pincée, mais au fond de moi je crève de trouille. Bizarre, tu n'as pas l'air effrayée. Je préfère rester muette et il poursuit son monologue. Tu n'imagines pas comme je suis heureux de t'avoir enfin auprès de moi, Louise. Tu es encore plus belle que dans mes souvenirs. Il se rapproche de moi et je sens son souffle sur mon visage. Il attrape une mèche de mes longs cheveux qu'il enroule autour d'un de ses doigts. Puis, lentement, il effleure ma joue de son index replié. J'essaie d'esquiver, en vain. Il se rapproche encore plus et essaie de m'embrasser. Je serre les lèvres l'une contre l'autre avec force. Ce type me dégoûte. Il essaie de m'entrouvrir la bouche, mais je détourne la tête. Tu t'entêtes à résister, ma belle. J'en ai batté de bien plus fortes que toi. Pour l'instant, je ne veux pas t'abîmer, ça gâcherait mon plaisir. Mais tu ne perds rien pour attendre. Je le regarde de nouveau, le fixant droit dans les yeux sans rien dire. Je pense à Walter, à mes parents, à Bernard. Pourquoi ai-je proposé de porter ce message? Si je n'avais pas insisté auprès de papa, je ne serais pas sortie et je n'aurais pas croisé ce salaud. Quand j'aurai eu ce que je veux de toi depuis longtemps, je te remettrai aux mains de la Gestapo. Ils t'enverront dans un camp, ou, dans le pire des cas, tu crèveras à petit feu. À moins que tu ne tapes dans l'œil des officiers du camp et que tu finisses dans un de leurs bordels. Au loin, j'entends des bruits de tirs, des explosions. En plus, ces fous furieux circulent dans une zone de combat. J'aperçois une pancarte indiquant Saint-Sauveur-Landelin. Je ne sais pas trop si nous sommes encore dans la zone contrôlée par les Américains ou dans celle encore aux mains des Allemands, mais sans doute plus pour longtemps. J'essaie de visualiser mentalement la carte sur laquelle mon père plante des repères chaque jour pour suivre leur progression. Je crois me rappeler que la zone de la 90e division d'infanterie US est au nord de Perrier, ce qui en soi ne change pas grand-chose à ma situation actuelle.
et vu la direction que suit la voiture dans laquelle je me trouve, nous allons vers Coutances. Mon cerveau fonctionne à 100 à l'heure. Avant-hier, nous avons accueilli de très nombreux blessés suite à des bombardements intensifs sur une zone à l'est de Périers. Et parmi eux, beaucoup avaient complètement perdu la raison. Si la route que nous suivons est celle à laquelle je pense, le bourg que nous venons de dépasser est Périers. Sachant que ces bombardements préparent en général le terrain pour une attaque, nous ne devrions pas subir un nouveau raid aérien. Enfin, en théorie. Mais par réflexe, je me recroqueville sur mon siège. En outre, nous ne sommes pas à l'abri de tirs croisés de chars. Au moment où cette pensée me traverse l'esprit, j'entends une violente explosion. Le chauffeur fait une embardée et perd le contrôle. J'ai l'impression d'être embarqué dans un tonneau qui dévale une colline. Puis plus rien.